Lorsque cet habitant local se préparait à réparer son toit, il fut soudainement arrêté net. Un étrange objet bombé était coincé entre le mur extérieur et l'isolation de son toit. Au début, il pensa qu'il s'agissait d'un nid de frelons. Mais des experts lui dirent ensuite ce que c'était réellement. Avant de commencer, écrase le bouton « J'aime », assure-toi de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. John se préparait à réparer son toit, car l'hiver approchait et il voulait préparer sa maison pour les mois froids à venir. En examinant le toit pour détecter d'éventuels dégâts, il remarqua soudain quelque chose d'étrange dans le coin supérieur de l'avancée de son grenier, là où le mur et l'isolation du toit se rejoignent. John plissa les yeux et se concentra sur cette vision étrange au-dessus de lui. Il y avait une grande masse inhabituelle nichée juste sous le point le plus élevé de son toit. Elle était coincée étroitement entre le mur extérieur de sa maison et le matériau isolant épais qui empêchait le froid de pénétrer à l'intérieur. Qu'est-ce que c'était? Il devait de toute façon monter pour remplacer quelques tuiles cassées, alors il se dit qu'il pourrait y jeter un coup d'œil de plus près en même temps. Sans hésiter, John se rendit dans son abri, attrapa la plus grande échelle qu'il put trouver et la positionna soigneusement contre le côté de sa maison. Il monta les premiers barreaux avec une confiance assurée, impatient d'enquêter. Mais plus il se rapprochait de la masse mystérieuse accrochée à sa maison, plus sa curiosité se mêlait à un sentiment croissant de malaise. Cela ressemblait à une sorte de nid. John avait déjà eu affaire à des nids de frelons, il connaissait donc leur apparence. Celui-ci avait une forme similaire, mais quelque chose clochait. Il n'était pas seulement un peu plus grand que la normale, il était énorme. Si c'était vraiment un nid de frelons, c'était de loin le plus grand qu'il ait jamais vu. Le cœur de John se mit à battre plus vite à mesure qu'il grimpait prudemment. Normalement, c'était un homme sans peur qui n'hésitait jamais face à un problème. Mais à cet instant, il dut admettre que ses nerfs prenaient le dessus. La taille impressionnante de cette chose le mettait mal à l'aise. À présent, il se trouvait à plusieurs mètres de hauteur, en équilibre précaire sur l'échelle. Si le nid était rempli de frelons agressifs, il pourrait avoir de sérieux ennuis. Une attaque soudaine pourrait lui faire perdre l'équilibre et le faire chuter directement dans son jardin, où il pourrait se blesser gravement. Prenant une lente et profonde inspiration, John resta parfaitement immobile sur l'échelle, essayant de ne faire aucun mouvement brusque. Il plissa les yeux, cherchant le moindre signe d'activité. Il s'attendait à voir des insectes bourdonnants ramper sur la surface, voire en sortir en essaim de façon agressive. Mais à sa surprise, il n'y avait rien. Puis il ferma les yeux et se concentra pour écouter attentivement. Si c'était vraiment un nid de frelons, il devait y avoir une sorte de bourdonnement provenant de l'intérieur, surtout pour quelque chose d'aussi grand. Il attendit en silence, l'oreille tendue au moindre mouvement, mais l'air resta complètement immobile. Il n'y avait aucun bruit. Ne voulant pas prendre de risques inutiles, il décida de redescendre. Se précipiter dans cette situation à l'aveugle aurait été imprudent. Il se dit qu'il valait mieux attendre un peu pour voir si quelque chose changeait. Si le nid devenait actif, il pourrait alors évaluer à quoi il avait affaire avant de prendre une décision. Une bonne partie de la matinée passa tandis qu'il gardait un œil sur le nid depuis le sol. Pourtant, malgré le temps écoulé, il n'y avait toujours aucun mouvement, aucun bourdonnement, aucun signe de frelon entrant ou sortant. Peut-être qu'il dorme, murmura-t-il pour lui-même, bien qu'il sache que les frelons sont généralement très actifs pendant la journée. Il envisagea d'appeler la lutte antiparasitaire, juste pour être sûr. Mais après avoir observé pendant des heures sans voir le moindre signe de vie, il commença à reconsidérer cette idée. Si le nid était abandonné ou inactif, il pourrait probablement s'épargner des ennuis et de l'argent en s'en occupant lui-même. Maintenant qu'il était plus près, il se rendit compte que le nid était encore plus grand qu'il ne l'avait paru depuis le sol. Il avait à peu près la taille d'un grand sac de sport, suspendu de manière maladroite au toit. La texture semblait étrange, rugueuse et fibreuse, complètement différente du matériau lisse et papier qu'il attendait d'un nid de frelons. Avec précaution, il tendit la main vers le nid, hésitant légèrement alors qu'il se préparait au pire. Il s'attendait à moitié à ce que quelque chose jaillisse soudainement, un battement d'ailes, une explosion de mouvement, mais à sa surprise, rien ne se produisit. Le nid resta complètement immobile, comme s'il avait été abandonné depuis longtemps. Encouragé par l'absence de mouvement, John retira soigneusement le nid de l'avancée du toit, en veillant à le tenir avec prudence. Il s'attendait à ce qu'il soit léger, mais à sa surprise, il était plus lourd qu'il ne l'avait anticipé. Il semblait étrangement dense,
bien trop solide pour ce qu'il savait être un nid de frelons typique. Une fois qu'il fut descendu sain et sauf au sol, il poussa un soupir de soulagement et se dirigea vers sa table de jardin. Il posa cette étrange masse surdimensionnée sur la surface et s'assit, la fixant. En le retournant dans ses mains, il remarqua d'étranges indentations dispersées sur toute sa surface rugueuse. La forme semblait contre nature, presque comme si elle avait été délibérément façonnée plutôt que construite naturellement. Elle n'avait pas la structure lisse et stratifiée qu'il avait l'habitude de voir dans les nids de frelons. Par curiosité, il écarta soigneusement une petite partie, s'attendant à voir l'intérieur en alvéoles habituels typiques des nids d'insectes. Mais au lieu d'un nid en papier, il découvrit des fibres épaisses et entrelacées qui semblaient bien plus solides que prévu. La structure ressemblait davantage à un nid d'animal qu'à quelque chose fabriqué par des frelons. En se penchant de plus près, John remarqua une odeur terreuse inconnue, rien à voir avec l'odeur sèche et poussiéreuse d'un nid d'insectes. Confus, il appela son ami Mark, passionné de faune sauvage, et lui décrivit sa découverte. John mentionna que cela ressemblait d'abord à un nid de frelons, mais que c'était trop lourd et différent. Mark accepta de passer avec quelques outils. En attendant, John examina le nid de plus près, sa curiosité grandissant. Quand Mark arriva, il confirma rapidement que ce n'était pas œuvre de frelons ou de guêpes. Cette matière est organique, mais différente, dit-il. Ces paroles renforcèrent le malaise de John. Qu'est-ce qui avait pu créer cela? Mark sortit un couteau et entailla la coque épaisse du nid. À l'intérieur, des fragments recourbés de ce qui semblait être de la fourrure étaient cachés dans les fibres. De la fourrure, demanda John. Sa confusion s'intensifia. Mark prit quelques photos et promit de les envoyer à son groupe de spécialistes de la faune pour obtenir plus d'informations. En partageant les images dans le groupe, les appels commencèrent à affluer de biologistes intrigués par cette étrange découverte. Certains proposèrent des pistes utiles, mais bientôt, des théories du complot commencèrent à circuler, brouillant leurs recherches de réponses. Épuisés par l'avalanche de théories, ils décidèrent de faire une pause et de reprendre leur enquête le lendemain. Cependant, la vérité derrière le nid était bien plus étrange que toutes les théories qu'ils avaient rencontrées. Cette nuit-là, John n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas soudain, de lourds pas délibérés résonnèrent dans le grenier, le réveillant en sursaut. Son cœur s'emballa tandis qu'il restait figé, écoutant attentivement. On aurait dit des pas, lourds, puissants, délibérés. La pièce était immobile, mais les bruits continuaient au-dessus de lui. John hésita puis glissa lentement hors du lit. Qu'y avait-il dans son grenier? Les mains tremblantes, il atteignit la trappe et l'ouvrit lentement. L'inconnu l'attendait dans l'obscurité au-dessus. Quand John ouvrit la porte de sa chambre, les bruits au-dessus réagirent immédiatement. La conscience que ce qui se trouvait là-haut savait qu'il était présent le rendait mal à l'aise. Avec précaution, John avança dans le couloir, essayant de ne faire aucun bruit en s'approchant de la trappe du grenier. John s'arrêta. Il ne voulait pas ouvrir la trappe. Prenant une profonde inspiration, il se raffermit et jeta un coup d'œil à l'abri à bois dehors, où l'objet étrange reposait, intact. L'esprit en ébullition, John revint à contre-cœur vers la trappe du grenier et saisit la corde de l'échelle. Son cœur battait à tout rompre tandis que l'échelle descendait et qu'il se préparait à plonger son regard dans l'obscurité au-dessus. Mais juste au moment où sa tête émergea, son téléphone sonna. C'était Mark, et le timing ne pouvait pas être pire. La sonnerie résonna dans le grenier, et la créature au-dessus répondit par un rugissement puissant qui fit dévaler John de l'échelle. Tremblant, John répondit à l'appel de Mark. Mark avait des informations venant d'un ami dans un groupe Discord au sujet de l'objet étrange. Ce n'est pas un nid de frelons, expliqua Mark. Un de mes amis, biologiste, l'a reconnu immédiatement. C'est un sac de stockage fabriqué par un ours. John se figea. Un ours, répéta-t-il. Mark confirma qu'il s'agissait d'un ours brun et qu'il était probablement encore dans le grenier. L'ours avait fabriqué le nid avec des brindilles, de la terre et de la fourrure, l'utilisant comme réserve de nourriture pour l'hibernation. Le ton de Mark était ferme. Les ours sont plus forts que tu ne le penses. Ils peuvent grimper partout, structure verticale, panneaux de bois, tout ce que tu veux. S'il y avait une ouverture, comme une fenêtre, il aurait pu entrer facilement. Les jambes de John fléchirent. Les coups sourds et les grognements étranges entendus plus tôt prenaient désormais tout leur sens. « Que dois-je faire maintenant » demanda John d'une voix tremblante. La réponse de Mark fut claire. « Tu dois sortir de cette maison,
John. Cela peut devenir dangereux. Mark lui conseilla d'urgence d'appeler les services de contrôle animal et de quitter immédiatement la maison. John se précipita vers la porte d'entrée, fouillant dans ses poches pour ses clés tandis que la panique montait. « Où est-ce que je vais » demanda-t-il. « Monte dans ta voiture. Reste en sécurité jusqu'à ce que le contrôle animal arrive, » répondit Mark. John sortit dans l'air froid de la nuit, les nerfs encore à vif. Quelques minutes plus tard, Mark arriva et rejoignit John dans la voiture. « Le contrôle animal est en route » dit Mark en essayant de rassurer son ami. Bientôt, le fourgon blanc de l'unité de sauvetage de la faune arriva. 2 agents, calmes et efficaces, déchargèrent leur équipement. Ils ne perdaient pas de temps. L'un tenait une longue perche avec un crochet, l'autre préparait un fusil tranquillisant. Ils entrèrent dans la maison, leurs pas assurés malgré la tension croissante. Le premier agent ouvrait la marche, lampe torche à la main, tandis qu'il s'approchait du grenier. Un grondement profond résonna au-dessus, faisant frissonner John. L'agent fit signe à son partenaire, qui monta l'échelle jusqu'au grenier. Un gros, marmonna-t-il en apercevant l'ours recroquevillé dans un coin, la tête levée, les yeux brillants. Le deuxième agent visa avec le fusil tranquillisant et, après un instant de concentration, tira. L'ours sursauta, puis rugit en se dressant sur ses pattes arrière, dominant le grenier. Les agents tinrent bon tandis que le sédatif faisait lentement effet. Quelques instants plus tard, l'ours s'effondra, sa respiration ralentissant. Une fois l'ours enfin inconscient, les agents le descendirent soigneusement du grenier, utilisant des cordes et un harnais pour guider son corps massif. Dehors, John et Mark observaient la scène, soulagés mais encore sous le choc. L'ours fut chargé avec précaution dans une cage de transport. John s'approcha de l'un des agents, toujours incrédule. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il. « Nous l'emmenons dans un sanctuaire pour animaux sauvages » expliqua l'agent. Il sera en sécurité et pris en charge pendant l'hiver. John poussa un soupir de soulagement, heureux de savoir que l'ours ne reviendrait pas. Alors que le fourgon s'éloignait, John ne put s'empêcher de rire nerveusement. « Je crois que je vais vérifier mes fenêtres de grenier à l'avenir. » Mark tapota l'épaule de son ami. « Au moins, tu n'aurais plus à t'inquiéter des frelons maintenant. » Les 2 hommes rentrèrent dans la maison, verrouillant la porte derrière eux. La maison semblait plus sûre à présent. John laissa échapper un profond soupir, sentant enfin la tension quitter son corps. « Je crois que je vais dormir avec les 2 yeux fermés ce soir » plaisanta-t-il. Mark sourit. Oui, et peut-être renforcer ses fenêtres du grenier. Le cauchemar enfin terminé, ils s'installèrent tous les 2 pour un repos bien mérité.